Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, en Côte d'Ivoire, 23 partis d'opposition demandent le retrait du projet de nouvelle constitution. Un texte en train d'être rédigé et qui doit être soumis à référendum en septembre ou octobre 2016, mais qui est jugé antidémocratique par l'opposition. Au Sénégal, les députés ont adopté mardi le projet de loi relatif à l'élection des hauts conseillers des collectivités locales pour les autorités. Et l'adoption de ce texte va consacrer la pertinence d'un organe de consultation et de suivi des politiques publiques de développement. L'Association pour le développement et la promotion de la femme offre aux femmes démunies des prêts de microcrédit en Égypte. À travers cette option, elles peuvent soit souscrire à des prêts individuels, soit à des prêts de groupe au sein desquels elles se portent garantes les unes des autres. 23 partis politiques ivoiriens voient un danger au projet de révision constitutionnelle. Le moment pour élaborer une nouvelle constitution est inopportun. Les conditions ne sont pas réunies tant que la société ivoirienne reste divisée. L'opposition ivoirienne rejette ce référendum et a adopté jeudi une déclaration commune rejetant l'initiative du chef de l'État Alassane Ouattara. Explication dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Union sacrée de l'opposition contre le projet de référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. 23 partis politiques ont signé une déclaration dans laquelle ils dénoncent le projet de nouvelle constitution du gouvernement. Ces partis, au nombre desquels figure le FPI, Front populaire ivoirien, l'une des principales formations politiques du pays, demandent au président de la République de retirer le projet de nouvelle constitution. Ils réclament la mise en place d'une commission nationale représentative et la convocation d'une assemblée constituante. L'opposition dénonce l'omission de la commission électorale indépendante dans le projet de réforme, la création d'un Sénat dont un tiers des membres seraient nommés par le chef de l'État, ainsi que la nomination par le chef de l'État d'un vice-président. Rien que pour la forme, c'est totalement inacceptable. Maintenant, pour ce qui est du fond, si on doit un jour en Côte d'Ivoire aller à une nouvelle république, on doit d'abord être sûr qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui sont acquis ici. Et dans ces fondamentaux, il y a la réconciliation. Le pays n'est pas réconcilié. Nous avons des milliers d'Ivoiriens en exil. Les 23 partis signataires de la déclaration commune appelleront à voter non au référendum constitutionnel si le chef de l'État maintient en l'état le projet de constitution de la Troisième République. Le président de la République écoute son peuple. Parce que ceux qu'il a nommés ne lui diront pas la vérité. La vérité, c'est que cette nouvelle constitution ne sera pas consensuelle, vu que la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de problèmes et continue de traverser des difficultés. Donc nous disons qu'il n'est pas question d'une nouvelle constitution, d'une troisième république. Il faut attendre que la réconciliation se fasse, que tous les Ivoiriens se retrouvent. En ce moment, nous pouvons faire de grands changements. Pour les observateurs, il est encore temps de trouver une solution qui prenne en compte les revendications de l'opposition en préservant le calendrier du référendum. Ce qu'il faut retenir, c'est de poursuivre le dialogue, c'est de rendre public le débat, c'est de créer des espaces d'expression, des conférences publiques de part et d'autre, des débats contradictoires où chacun viendra exprimer sa position, aussi que le comité d'experts sorte du bois de son lent silence. Le chef de l'État a installé le 31 mai 2016 le comité d'experts chargé de rédiger la nouvelle constitution en lui donnant un mois pour boucler ses travaux. Le référendum constitutionnel devrait avoir lieu en septembre ou au plus tard au mois d'octobre 2016. Le Burundi célèbre ce vendredi le 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Certains Burundais ont toutefois une autre lecture de cette journée en raison de leurs préoccupations socio-économiques et politiques. Ils déplorent surtout les conditions de vie dégradantes suite à la chute de l'économie du pays, chute qui notamment perdure depuis avril 2015, date à laquelle le président Pierre Nkurunziza a décidé de briguer un troisième mandat. Au Sénégal, le projet de loi organique modifiant le code électoral et relatif à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales a été adopté à la majorité par les députés réunis mardi en séance plénière. Certains parlementaires ne sont pas convaincus de la pertinence de la création d'une nouvelle institution et proposent sa révision afin de poser de nouveaux jalons. Explication dans ce reportage de notre correspondant à Dakar, El Hadji Ndiaye.
L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté le 28 juin le projet de loi relatif à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. Ils seront 150 membres, dont 70 nommés par le président de la République Macky Sall. Cette nouvelle institution a pour but d'approfondir la politique de décentralisation initiée par le chef de l'État Macky Sall. Et ceux qui vont siéger au niveau de ce haut conseil, c'est-à-dire les hauts conseillers, seront issus des collectivités locales. Ce seront des élus, parce que soit ce seront des conseillers municipaux ou des conseillers départementaux qui vont être élus par leur pairs pour siéger au niveau de ce haut conseil, qui sera, comme je vous l'ai dit, un organe consultatif qui va aider le gouvernement dans sa politique de renforcement de la politique de décentralisation. Les premiers concernés par cette loi sont les élus locaux. Pour une frange de la classe politique, le Haut Conseil des collectivités locales est une façon de ressusciter le Sénat qui a été supprimé en 2012 par le président Macky Sall dès son arrivée au pouvoir. Je crois que le Haut Conseil des collectivités locales est une institution de plus. C'est un Sénat bis. C'est une institution qui va consommer beaucoup d'argent. C'est une institution budgétivore et c'est une institution pour caser une clientèle politique. Mais je crois que c'est tout ce qu'il faut dire concernant cette institution. Ceux qui disent que c'est une organisation politique ou bien une organisation pour caser une clientèle politique, c'est parce qu'ils font de la politique politicienne. Mais nous tous, nous savons que c'est une institution qui est nécessaire, c'est une institution qui est utile dans le sens que ça va aider le gouvernement à renforcer sa politique de décentralisation. Les hauts conseillers des collectivités territoriales seront élus pour un mandat de 5 ans. Leur mission consistera à renforcer le niveau de collaboration entre l'État et les acteurs territoriaux dans la conduite et le suivi de l'évolution des politiques au niveau des collectivités locales, notamment avec l'acte 3 de la décentralisation. Réduction de la pauvreté au Rwanda. 6 personnes sur 10 étaient considérées comme pauvres au Rwanda en 2000. Aujourd'hui, 4 Rwandais sur 10 sont pauvres selon la dernière analyse de l'Institut national de la statistique publiée ce 29 juin 2016. Les défis restent néanmoins de taille, comme nous l'explique ce reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant au Rwanda. 6,9% de Rwandais sont sortis de la pauvreté de 2011 à 2014, selon l'Institut national de la statistique au Rwanda. Il a publié son dernier rapport dans ce sens ce 29 juin 2016 à Kigali. Une étude qui montre qu'environ 1 million de Rwandais ne sont plus considérés comme des pauvres. Les différents programmes sociaux ont surtout connu des avancées considérables dans les milieux ruraux. Désormais, la population pauvre est estimée à 39% au pays des 1000 collines. Je crois que, vu le taux d'augmentation de la population du Rwanda, c'est acceptable. Il y a des programmes dans l'agriculture qui emploient la majorité de la population. Il y a aussi les gros investissements dans les travaux publics, et surtout dans les bâtiments, dans les routes, dans les infrastructures d'énergie et autres, qui ont embauché les jeunes et aussi la grande majorité de la population active des milieux ruraux. Bien que la réduction de la pauvreté soit dans une bonne dynamique au Rwanda depuis 16 ans, elle rencontre également des difficultés. En effet, selon le même rapport, 10,4% des personnes sorties de la pauvreté en 2011 sont aujourd'hui retombées encore dans cette catégorie. On a toujours remarqué à une lutte contre la pauvreté qui était, guidée par l'État, où l'État injecte de l'argent, des moyens dans ces programmes sociaux. Mais je crois qu'il faut que le secteur privé soit aussi capable de joindre l'État dans cette lutte contre la pauvreté, que le secteur privé puisse grandir afin d'octroyer des opportunités d'emploi. Donc, il faut que ça soit une lutte, inclusive. 60% de la population rwandaise était considérée comme pauvre en 2000, 57% en 2006 et 45% en 2011. Les autorités veulent atteindre un taux de 23% de pauvres à l'horizon 2020.
En Égypte, l'Association pour le développement et la promotion de la femme entend aider les femmes à faible revenu à travers le microcrédit. Considérées comme peu solvables aux yeux des banques traditionnelles, elles ont ici une opportunité de développer une affaire lucrative à partir de petits prêts. Les précisions d'Alioune Guindo. Créer et faire croître une entreprise, un rêve maintenant possible pour les femmes égyptiennes à faible revenu grâce à une organisation non gouvernementale. L'Association pour le développement et la promotion de la femme, l'ADEO, offre aux femmes pauvres des prêts de microcrédit en vue de leur donner un nouveau départ que leur refusent souvent les banques en raison d'un manque de solvabilité. À travers cette option, les femmes peuvent soit souscrire à des prêts individuels, soit à des prêts de groupe au sein desquels elles se portent garantes les unes des autres. En dépit de nombreuses critiques au début, l'initiative de l'ADEO est couronnée de succès. Nous avons décidé de faire du microcrédit. Personne d'autre ne le fait dans le pays. Nous donnons la possibilité aux femmes de se porter garantes les unes des autres, car nous ne leur demandons aucun document. Nous les formons aussi à ce qu'elles veulent faire. Tout le monde en Égypte nous a beaucoup critiqués en tant que femmes, mais notre détermination a payé. Aujourd'hui, grâce à nous, de nombreuses femmes réussissent à s'autonomiser. En vue de garder un contact rapproché avec sa cible sociale que sont les femmes, l'ADEO rend régulièrement visite aux emprunteurs. L'ONG se considère aussi comme étant une organisation féministe, principalement destinée à l'autonomisation des femmes. Honnêtement, je suis d'abord allée à la banque pour un prêt, mais ils m'ont rendu la vie difficile pour emprunter 10 000 à 15 000 livres. Ils me demandaient plusieurs choses comme une quittance d'eau et une facture de téléphone. Avec mes conditions de vie difficiles, je trouvais péniblement les moyens, mais avec l'ADEO, j'ai pu avoir du travail pour améliorer mes conditions de vie. Contrairement aux banques, l'association ADEO ne demande pas de documents juridiques ni de garanties aux femmes. Tout fonctionne sur la base de la confiance. Pour accélérer les chances de succès d'affaires de leurs membres, l'association a mis en place une carte des entreprises en fonction des zones. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.